Donc, comme a dit Camille, aujourd'hui, je vais vous parler du fait de pouvoir diversifier son activité avec le e-commerce. Je ne vais pas vous faire des grandes phrases et de vous faire de la grosse stratégie très théorique. On va essayer de voir ensemble quelques points qui, de mon point de vue, me paraissent judicieux et qui peuvent être intéressants à prendre en compte en 2021, surtout par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors, premier point, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Manon Relâché, de profession, donc je suis web designer et graphiste en freelance. Ça fait 8 ans que je me suis lancée à la suite en fait, de mes études et donc je travaille dans la région Belfort-Montbéliard, un petit peu plus large dans tout le Grand Est, et j'ai quelques clients encore sur Paris ou dans d'autres régions, notamment aussi en Suisse. Donc, mon parcours rapidement, je suis diplômée d'une licence en conception multimédia. J'accompagne principalement les TPE et les PME dans leur stratégie marketing, leur communication, que ce soit en digital ou sur du print. Je travaille également en agence de communication. Ça fait déjà 6 ans que j'accompagne d'autres agences en marque blanche pour pouvoir effectuer des prestations dans leur sein. Et ça fait 5 ans que je suis également formatrice. Donc, ça peut être au sein de Numérica, mais aussi à l'université de Belfort-Montbéliard. Je donne des cours pour les DUT. Donc, voilà, rapidement mon parcours. Je vous ai mis quelques références également rapidement de choses que j'ai déjà pu réaliser pour les entreprises, que ce soit au niveau local ou un petit peu plus loin également. Comme j'ai dit, sur du digital, ça peut être du print, ça peut être de l'accompagnement de communication. Donc voilà. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais vous parler des différentes formes de e-commerce. Je ne vais pas vous montrer encore une fois toutes les formes de e-commerce, mais les principales qui me paraissent intéressantes. La première partie, ça va être sur la vente en ligne. Je vais vous présenter les chiffres déjà du e-commerce. C'est des chiffres de 2020, il me semble, ou début 2021, mais qui sont plutôt récents, qui prennent en compte la crise sanitaire et les évolutions du digital dans ce sens. Et ensuite, on verra ensemble deux modes de vente en ligne qui sont le click and pay et le click and collect. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, donc, en quelques chiffres aujourd'hui, la vente en ligne, donc on a eu quand même une grosse effervescence des ventes de produits, notamment avec en fait la crise sanitaire que nous avons traversée. Aujourd'hui, donc on voit que le e-commerce a bondi donc à 13% de commerce de détail, comparé donc à 2019 et 2018, où on voit quand même une bonne augmentation, notamment donc pour la partie donc commerce de détail. Au niveau des parts de marché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on achète sur Internet, tout simplement, on a en tête les produits de grande consommation. On voit ici, on a 11% des parts de marché en 2020. Donc, on est sur des produits de grande consommation. On a également l'équipement maison high-tech, que ce soit sur de l'électronique. On a également l'équipement électroménager et les produits culturels neufs. Donc, ça doit être tout ce qui est livres, jeux vidéo, tout ce qui peut être dématérialisé ou non. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que les TPE et PME font une grande partie de leur vente, peuvent utiliser le e-commerce pour faire une partie de leur vente, et en fonction de leur domaine d'activité, ça peut être un levier judicieux à utiliser. Donc, les chiffres que je vous donne sont les chiffres de la FEVAD qui sont assez récents, qui sont sortis, j'ai eu vent il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est intéressant de pouvoir regarder un petit peu, pas forcément tous les chiffres, mais on a 2-3 choses qui peuvent nous intéresser, notamment savoir qui vend. Aujourd'hui, que vous soyez une TPE ou une PME ou Amazon ou une grande société, tout le monde peut trouver son compte sur du e-commerce. On a ici
on voit sur le graphique que 12% des sites marchands, on a une augmentation de 12% des sites marchands par rapport au premier trimestre de 2020. Donc, ça s'explique aussi par la crise sanitaire. Ça s'explique par les magasins physiques qui ont diversifié leurs moyens de vente et par des sociétés qui se sont créées uniquement sur de la production digitale. Au niveau des… Alors, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, parce que les chiffres parlent par eux-mêmes. Au niveau de la répartition de l'activité des e-commerce, 72% des sites aujourd'hui, c'est une grosse partie en grosse partie par des sociétés qui font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Voilà, donc la plus grosse partie des sites, c'est des petites sociétés et une grosse partie, on a peu de sites qui font plus de 10 millions d'euros par an. Voilà, donc comme quoi les TPE et les PME ont vraiment un intérêt à prendre ce versant, quel que soit le domaine d'activité. Je vais essayer de prendre des exemples très simples par la suite pour qu'on puisse en discuter. Alors, au niveau des enseignes physiques, donc je ne vais pas vous parler tout de suite des sociétés 100% digitales. On va parler d'abord des enseignes physiques. Je suis un magasin, que ce soit de vente, je ne sais pas, par exemple de quincaillerie, ou alors je suis une société de service, un coiffeur, du consulting, du coaching, etc. Quel est l'intérêt du coup du e-commerce? Dans 48%, donc pour 48%, la possibilité de finaliser un achat en magasin après l'avoir préparé en ligne. Je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est ce que j'appelle le click and collect. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer à consulter le catalogue du magasin en ligne et finaliser sa commande, que ce soit en magasin, soit par une réservation, soit par un paiement en ligne, on vient juste le rechercher. Plusieurs méthodes de fonctionnement. Pour 46%, la possibilité de se rendre en magasin pour voir un produit avant un achat en ligne. Et donc, pour 41%, la possibilité de se rendre en magasin pour faire un appel SAV ou au conseil d'un vendeur. Ouais. Rapidement, donc les achats Internet auprès des commerces de proximité. On entend souvent l'argument Internet, donc comme on est au niveau mondial, on va avoir des sociétés qui sont aussi bien à côté de chez nous que des sociétés à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. On achète, c'est la mondialisation, on peut acheter les choses qu'on achetait dans la papeterie à côté de chez nous, finalement, on peut les faire venir de l'autre bout du monde pour des raisons financières qui ont des coûts moins élevés qu'en France, par exemple. Mais on a aussi le digital, le e-commerce au service des commerces de proximité. Il existe aujourd'hui pas mal de plateformes qui ont vu le jour, qui permettent de mettre en commun des produits de commerçants de proximité. Je sais que c'est le cas, par exemple, pour la ville de Belfort, qui a lancé une, voire plusieurs plateformes où les commerçants du centre-ville, par exemple, peuvent avoir accès et vendre leurs produits en digital, en e-commerce, sans avoir besoin de disposer de leur propre site Internet. Donc, c'est des choses qui existent aujourd'hui. On voit aussi que 66% des e-acheteurs considèrent que les commerces de proximité de centre-ville devraient proposer la possibilité de commander sur Internet. C'est ce dont je vous fais part. Voilà, il y a des villes, des communautés de communes aussi, qui mettent en place des solutions pour les commerces de proximité afin de permettre de pouvoir procéder à des achats, que ce soit aussi bien sur des grandes plateformes comme Amazon ou sur des plus petites qui permettent d'acheter chez nos commerçants à proximité. Donc maintenant qu'on s'est intéressé aux vendeurs, on va aussi s'intéresser aux acheteurs. Qui achètent sur Internet? Donc, les chiffres sont très simples. On est sur des pourcentages qui sont assez proches, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, un petit peu plus d'hommes que de femmes. Au niveau des tranches, on est sur une grosse majorité, on va dire du 15-50 ans.
C'est assez large, donc ça veut dire qu'on a aussi bien des personnes qui sont mineures, des actifs. On a aussi une bonne part qui peut être sur du senior. On voit aujourd'hui 73% sur du 65 ans. Au niveau du régional, on a quasiment la même chose, que ce soit sur Paris ou en province, en termes de profil d'acheteurs. Et une petite majorité au niveau du profil CSP. Donc, sur du CSP+, on a une petite augmentation par rapport au CSP-. Donc, voilà, les profils des acheteurs, visiblement, ça touche quand même pas mal de monde. C'est une grosse partie de la population aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour venir sur votre site? On a donc toujours une grande majorité sur les ordinateurs, 84%. On a une forte augmentation au niveau des mobiles. 41% des personnes utilisent le mobile pour procéder à du e-commerce. Ça équivaut à 17,1 millions de Français qui font des achats à partir de leur mobile. Donc, c'est quelque chose qui est non négligeable. Et une petite part sur les tablettes. On voit ici 16%. Donc voilà, maintenant qu'on sait qui vend, qui achète, on va aussi s'intéresser aux produits. Produits et services achetés en grande partie. Donc ici, on a la mode habillement, les produits culturels. En gros, c'est des choses qui ont été achetées donc, sur Internet. C'est des choses aussi en fait, auxquelles on n'avait pas forcément accès pendant la période de crise sanitaire, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller en magasin, les personnes ont dévié leurs achats sur du e-commerce. C'est pour ça qu'on a une grande part là-dessus. Hygiène et beauté, je pense qu'on a du service, c'est-à-dire de la prise de rendez-vous, mais aussi de l'achat de produits. Jeux, jouets, chaussures. Donc, on est sur du courant. On est sur du courant. On a également au niveau service les billets de transport qui sont aujourd'hui à 27% dématérialisés en ligne. Et on a également tout ce qui est séjour. Donc, on est sur du loisir et du voyage. Donc, on a en grande partie sur le e-commerce. Rapidement, un panier moyen en 2020 sur de l'achat e-commerce est de 61 €, tout produit et services confondus, ce qui correspond à une augmentation de 2,6% par rapport à 2019. Et si mes souvenirs sont bons, on est sur la plus grosse augmentation depuis 2015 en termes de panier moyen. Il est également important de savoir, donc en plus de savoir ce qu'ils achètent, c'est que pensent les acheteurs. 98% des cyberacheteurs sont satisfaits de leur achat réalisé sur Internet. Donc, on est sur quelque chose qui vient peut-être un nouveau mode de consommation aussi, mais on n'est pas sur une solution de repli parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les gens sont plutôt contents de ce qui se passe, de ce qu'ils ont comme expérience utilisateur et du produit au final. Et donc on a en tout, donc c'est des chiffres, il me semble, au niveau mondial. Ah non, au niveau français, donc 41,6 millions de Français achètent sur Internet. Donc, ça fait 1,5 million de plus par rapport à 2019. Voilà, c'est une grosse augmentation de ce secteur. Donc, il y a peut-être un intérêt en tant que société TPE, PME de pouvoir trouver son intérêt sur du e-commerce. Alors, les solutions qui peuvent être mises en place selon les types d'activités, ça peut être par exemple du click and pay. C'est la partie qu'on connaît le plus, donc c'est du gros jargon pour dire qu'on peut acheter sur Internet et payer sur le site web. Donc, c'est ce qu'on a par exemple pour, je ne sais pas, je suis une société, je suis un artisan qui vend des bijoux. Je crée mes bijoux aujourd'hui et je veux les vendre. Si je veux le faire en physique, par exemple, je peux faire les marchés du soir, les marchés de l'agglomération. Si je veux le faire de manière digitale, donc je vais créer mon site Internet, ma propre boutique où je vais vendre mes créations en ligne sur mon propre site. Donc, je présente mon produit, les personnes
payent via leur carte bleue sur mon site, je m'occupe de l'envoi et le client reçoit son colis directement dans la boîte aux lettres ou en point relais. Donc ça, c'est le mode standard qu'on connaît bien. Donc ça, c'est pour pouvoir payer sur son propre site internet. Il y a également une autre solution qui est de ne pas développer son propre site internet et d'utiliser par exemple une marketplace. Une marketplace, c'est quoi? C'est un gros site qui permet de pouvoir vendre nos produits, mais aussi ceux de mes concurrents, ceux d'autres personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité. C'est le cas par exemple d'Amazon, géant de l'Internet aujourd'hui, sur lequel aujourd'hui je produis mes bijoux, toujours le même exemple, je suis artisan. Je vais vouloir vendre mes bijoux, je vais les vendre dans ce cas-là sur Amazon, donc sur un site qui vend également des bijoux, mais des aspirateurs, des téléphones, de l'habillement, etc. Donc, Amazon va pouvoir me servir de plateforme sans que j'ai besoin d'avoir un site internet à côté. Autre marketplace qui existe aussi, c'est Etsy, qui est orienté sur là, ce sera un cas typique, sur de l'artisanat, de la création, du fait main, plutôt que sur de l'industriel. Alors, quels sont les avantages de chacun des deux? Rapidement, ma propre boutique, donc créer mon propre site internet, ça va me permettre de maîtriser tout le processus de vente. C'est-à-dire que je crée mon site internet, je m'entoure d'un professionnel du web qui va me créer mon site internet, ou alors j'ai les compétences de le faire moi-même. Je crée mon site, ma boutique, je sécurise mon mode de paiement et je suis capable aujourd'hui de créer les produits, de pouvoir les vendre, de les mettre en ligne, de pouvoir gérer mes stocks. Je m'occupe aussi de tout ce qui est service après-vente. Donc, voilà, j'ai la main sur tout à partir du moment où je suis formée sur la plateforme que j'utilise. Donc, ça me permet de maîtriser. C'est-à-dire que si je veux aussi mettre mon site demain en multilingue, j'ai la possibilité de changer les fonctionnalités, de faire évoluer, de choisir le design si je veux que mon site soit rose ou vert. Voilà. Donc là-dessus, on maîtrise tout. Ça permet aussi de limiter les intermédiaires. C'est-à-dire que forcément, comme je suis en propre gérance sur mon site, je n'ai pas besoin de donner de commission à un intermédiaire qui vend pour moi ou qui distribue à ma place. Donc, sur mon coût de revient, on est sur quelque chose d'un peu plus élevé que dans le cas de la marketplace. En termes d'inconvénients, il faut quand même prévoir un effort important de financement pour la création de sa propre boutique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut créer notre propre boutique, c'est comme si on construisait notre magasin. Il va falloir, je ne sais pas si je voulais créer physiquement, il faudrait que je crée mes murs, que je mette ma peinture, que j'achète mes étagères, que je mette en place mes présentations de produits. Ça reste un engagement. Et bien sur Internet, c'est pareil. Je dois créer mon site Internet. Avant tout, je dois l'héberger, c'est-à-dire le nom qui s'affiche, mon nom www.manouhorlacher.fr. Cette chose-là, je dois la louer, je dois la payer, donc mon hébergement, mon nom de domaine, qui devront être renouvelés tous les ans. On a le coût de création du site Internet qui dépend des fonctionnalités. Forcément, si je veux un site tout simple, si je veux un site en multilingue avec une boutique, sécuriser la boutique, etc., ça va me coûter tout de suite beaucoup plus cher. Et il faut prendre en compte aussi toute la partie sécurité et maintenance. Et c'est une partie qui est importante parce qu'aujourd'hui, si vous avez une boutique et qu'elle se fait pirater, vous êtes de retour à zéro. C'est comme si vous aviez une boutique physique, un magasin, vous ne mettez pas de porte d'entrée ou alors vous la mettez mais vous ne la fermez pas, vous risquez de vous faire voler, etc. Donc, il y a un coût à prévoir aussi en termes de maintenance tous les ans, en termes de faire évoluer la boutique. C'est votre outil de vente. C'est comme si vous aviez un magasin mais que vous ne refaisiez jamais la déco à l'intérieur ou que vous laissiez la façade se décrépir, etc. Donc, un site Internet, ça réagit un petit peu pareil. Autre inconvénient, ou alors partie à prendre en compte, c'est-à-dire que comme vous maîtrisez 100% du process, c'est votre boutique, c'est à vous de prendre en compte tout le travail de notoriété. Vous avez une super boutique, maintenant il faut que les gens viennent dessus. C'est un gros travail, tout simplement parce que vous pouvez avoir la meilleure boutique du monde, on trouve
tous vos produits, c'est joli, c'est facile à naviguer. Les gens arrivent à commander de manière très simple. Par contre, ils ne vous connaissent pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas forcément de clients, ça veut juste dire qu'ils ne savent pas où vous cherchez. Donc, il y a un gros travail de publicité à faire, il y a un gros travail de notoriété, là où travailler avec une marketplace vous enlève une partie de ce travail-là. Alors, donc, par rapport à sa propre boutique, quels sont les avantages de la marketplace? Donc, comme je l'ai dit, ça vous permet de bénéficier de l'audience des grands sites marchands. Si je suis placée sur Amazon, je vends mes bijoux sur Amazon. On a énormément d'utilisateurs de cette plateforme qui viennent pour d'autres choses ou qui vont vouloir grouper leurs achats. C'est le principe du supermarché. Amazon, c'est un petit peu le Leclerc d'Internet. On peut très bien acheter des bijoux faits de manière artisanale et une valise pour partir en vacances. Donc, les gens vont venir pour certains produits, vont découvrir les miens et surtout, ça va me permettre d'être visible sur les algorithmes d'Amazon. C'est-à-dire que si je tape boucle d'oreille création, par exemple, sur Amazon, je vais avoir de fortes chances de remonter et donc de pouvoir être trouvée par mes mes potentiels clients. Donc voilà, on utilise quand même une grosse partie de ce qui a déjà été fait ce qui a été créé par autrui, c'est-à-dire que même en termes de fonctionnalité, de sécurisation, on est sur quelque chose qui est déjà construit. Je n'ai pas besoin de réfléchir à comment est-ce que je vais sécuriser tout mon site internet pour que je ne me fasse pas pirater les cartes bleues de mes clients. Tout ça, c'est Amazon qui s'en occupe, ou Etsy, ou une autre plateforme. Ça peut être aussi tout ce qui est plateforme de regroupement de commerces locaux. Et ça fonctionne de la même façon. Nous, on a juste à s'occuper de la partie produit et mise en vente. Donc là-dessus, c'est quand même une bonne manière de déléguer toute la partie fonctionnelle en fait, de la mise en vente. Autre avantage, ça va être de pouvoir diversifier ses canaux d'acquisition. J'entends par là, j'ai un site en ligne, j'ai mon propre site en ligne, et ben je peux, en plus de mon site, travailler avec Amazon. Ça va me permettre de faire. C'est comme si j'avais différents points de vente. C'est comme si je vendais mes bijoux à la fois sur le marché et dans un magasin et sur Internet et à plein d'autres endroits. Donc, ça me permet d'avoir plus de portes d'entrée sur ma boutique pour vendre mes fameux produits. Donc, autre avantage, ça va être de pouvoir se reposer sur une plateforme de confiance qui gère les transactions et qui gère la partie service après-vente. Donc là-dessus, on rejoint un petit peu le premier point. On utilise une plateforme qui a été développée par d'autres personnes dont c'est le métier, qui développent des fonctionnalités pour tous leurs clients. Aujourd'hui, sur une petite plateforme locale, je vais avoir tous les commerçants du centre-ville de Belfort, par exemple. Si j'ai un commerçant qui veut une fonctionnalité, par exemple, d'avis sur les produits, la plateforme va développer cette fonctionnalité, elle va l'appliquer à tous ses clients. Donc, ça permet de bénéficier aussi des évolutions du site sans avoir à les penser soi-même, sans avoir à les demander aux personnes qui travaillent pour nous, qui créent notre boutique. Ça permet aussi d'avoir un service après-vente qui est géré, qui peut être externalisé. Par exemple, je prends l'exemple d'Amazon. Ils ont leur propre service après-vente en cas de non-livraison, en cas de produits défectueux. Le vendeur délègue toute cette partie qui peut être très chronophage. C'est aussi un effort de financement moins important, travailler avec une marketplace. On n'a pas besoin de financer tout le développement de la structure, tout le développement du site internet, toute la partie notoriété. Tout ça, c'est déjà fait. Forcément, il y a une contrepartie, c'est le point négatif, c'est qu'il y a une commission de vente qui peut être plus ou moins importante selon les marketplaces, mais forcément, il faut qu'on puisse financer l'utilisation de ce distributeur. Donc, ça passe au travers d'une commission à la vente. Voilà, donc la partie Click and Pay, j'ai plutôt fait le tour. Je vais vous présenter donc une autre manière de fonctionner pour le e-commerce qui est donc le Click and Collect. Le Click and Collect, c'est
À quelques encablures près, la même chose que le click and pay, sauf que on ne paye pas sur le site Internet. Ça va permettre aux clients de préparer ses achats en Internet et de les finaliser en magasin. Donc, ça va vous permettre également une bonne visibilité de votre catalogue en ligne. On sait qu'on existe, les gens peuvent regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui leur plaît et pouvoir terminer leur achat en magasin avant même de se déplacer. Ils savent déjà ce qui est disponible dans notre magasin. Donc, comme j'ai dit, finalisation des achats en magasin, ça permet aussi de pouvoir faire des achats additionnels qui peuvent être non négligeables et qui peuvent être faits vraiment sur du coup de cœur. Et maîtriser aussi toute la relation client qui n'est pas dématérialisée vu qu'on arrive au magasin, on doit payer, récupérer ses colis, etc. Donc là, on a sur quelque chose de différent. Les avantages de cette manière de procéder, ça va être de pouvoir proposer des services en ligne sans dématérialiser la relation client. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je vends du thé, par exemple, je vends du thé en boutique, je vais pouvoir aussi le vendre. Donc, les gens commandent sur mon site, ils viennent rechercher, mais ils ont déjà fait toute leur sélection à un moment où ils avaient peut-être plus le temps de choisir, où ils ont pu comparer, ne serait-ce que comparer les prix. On sait que c'est plus simple de comparer des prix quand ils sont linéaires, tous les uns à la suite des autres sur un site Internet. On peut trier, etc. Que par exemple en magasin où on n'a pas forcément le regard très large, où on n'a pas forcément le temps, le temps à passer à choisir justement ces produits. Ce système est aussi plus facile à mettre en place et super adapté aux périodes de crise sanitaire. C'est-à-dire qu'au moment où on n'avait pas forcément l'autorisation de sortir de chez soi, on pouvait très bien cliquer et venir rechercher en sortant du travail ou dans un rayon qui était défini autour de chez nous. C'est aussi une solution qui demande moins de moyens à mettre en place que la boutique totale avec le paiement localisé, le paiement en ligne. Donc, c'est le même principe, sauf que comme on ne paye pas en ligne, on n'a pas forcément besoin de sécuriser tout le tunnel de paiement. Ça peut être un coût qui est inférieur à la création d'une boutique 100% en ligne. Donc, c'est une alternative et donc forcément, ça demande moins de compétences. Donc, c'est plus facile, plus rapide à mettre en place. Point négatif à prendre en compte toutefois, ça va être l'obligation d'avoir une zone géographique qui soit proche du point de vente. Si je vends des chaises de bureau, les personnes qui vont venir rechercher le produit vont devoir, en fait, comme elles doivent venir en magasin, doivent se situer tout proche de mon point de vente. Alors, soit j'ai un seul point de vente, dans ce cas-là, j'ai un périmètre autour de ce point, soit j'ai plusieurs points de vente, dans ce cas-là, on couvre une zone plus large au niveau du territoire. Mais ça reste à prendre en compte, vu que si les gens doivent se déplacer pour aller venir en magasin, ils ne doivent pas habiter à plus de 500 km, sinon ça peut poser problème. Donc là, j'ai abordé avec vous toute la partie produit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mes exemples, c'est quelqu'un qui vend un produit sur Internet. On est vraiment sur de la vente matérielle. On sait aussi que beaucoup de sociétés sont des sociétés de services. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le e-commerce peut m'aider pour développer mon business si je suis une société de services? Alors, je vais vous donner quelques pistes. Je suis, par exemple, une société de service, je suis un salon de coiffure ou une société de coaching. Je vais pouvoir utiliser quand même des services en ligne pour pouvoir continuer à développer mon business, pour pouvoir toucher de nouveaux secteurs de clientèle et pour proposer peut-être même des services annexes. Alors, ça peut être au travers d'une prise de rendez-vous. Si je suis l'exemple du salon de coiffure, le salon de coiffure va proposer la mise en place sur son site Internet de réservation de prise de rendez-vous en ligne.
il faut bien entendu que ce soit couplé avec son agenda, mais comme ça, les personnes donc, peuvent prendre leur rendez-vous, choisir en fonction des créneaux qui sont libres. Ça peut être le cas aussi si vous êtes commercial dans une société. Vous avez la possibilité de rentrer en contact avec une société à démarcher. Vous pouvez lui proposer vos disponibilités et lui vient choisir directement en fonction de toutes vos disponibilités le créneau qui lui correspond le mieux pour mettre en place ce rendez-vous. Les services en ligne qui existent aussi, ça va être de la visioconsultation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de ce webinaire, on est à distance, chacun partage son expérience. Ça peut être dans le cadre aussi médical ou sur du coaching. Encore une fois, la crise sanitaire a aidé aussi à démocratiser un petit peu tout ça. On sait par exemple que Doctolib, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation le corps médical avec ses patients, donc ça permet la prise de rendez-vous, comme j'ai dit dans le premier point. Ça permet aussi de faire des visioconsultations. Quand on a des points forcément qui ne nécessitent pas une consultation physique chez le médecin, on peut très bien utiliser un service de visioconférence pour pouvoir faire ce genre de consultation. Par exemple, je ne sais pas si je suis naturopathe, je vais pouvoir, sur mon site internet, proposer à mes clients qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, ou qui n'ont pas envie, ou qui sont trop loin, géographiquement parlant, de pouvoir utiliser de la consultation à distance via une visioconférence et pouvoir justement ouvrir mon champ d'action. C'est-à-dire que si j'ai une très, très bonne réputation, j'ai un client qui va être à l'autre bout de la France, il ne va pas faire 500 km pour venir me voir. À ce moment-là, ce service nous permet de toucher des clients qu'on n'aurait pas pu toucher physiquement, juste avec un cabinet. Alors, autre point qui peut être utilisé comme service en ligne, ça peut être du téléchargement de e-book. Encore une fois, je vais vous prendre un exemple. Je suis coach sportif. Donc, je vais accompagner ceux qui pratiquent le sport dans leur activité, pouvoir les corriger, etc. Je peux aussi proposer toute mon expertise dans un e-book. Dans un e-book que les gens, en fait, vont pouvoir télécharger comme un livre qu'on achète à la FNAC, ni plus ni moins, mais ça veut dire que cette expertise, je vais pouvoir la mettre sur papier et la transmettre au travers d'autres choses que du service physique, que de la consultation ou une pratique. Donc, ça va être, par exemple, je ne sais pas, les 10 points, par exemple, les 10 points positifs du e-commerce pour les sociétés de services. Je vais proposer cette solution via un PDF sur mon site. Les gens vont pouvoir l'acheter, la télécharger et donc avoir une solution plus complète et une maîtrise de certains domaines de formation. Donc, voilà. Donc, sur de la formation, sur du coaching à distance, donc ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, de la visioconférence, du téléchargement de e-book. On a toute cette expertise en ligne qu'on peut mettre à disposition de nos clients et donc développer notre potentiel, notre business de ce côté-là. Je vous ai mis également 2 liens en solutions innovantes qui me paraissent judicieuses à nommer aujourd'hui. Ça va être la solution Calendly. Calendly qui est en fait ni plus ni moins que ce que je vous ai énuméré tout à l'heure en termes de prise de rendez-vous. Ça permet de mettre à disposition toutes ces disponibilités. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, vous voulez qu'on replanifie ensemble une visioconférence tous ensemble. Donc, moi, je vais vous envoyer le lien Calendly sur lequel j'aurai mis déjà toutes mes disponibilités. Et vous allez pouvoir choisir quelle disponibilité vous correspond. Et donc, on automatise toute la partie prise de rendez-vous via ce service-là. Autre solution donc, innovante qui me paraît intéressante à énoncer également, ça va être les chatbots messagerie. C'est-à-dire que ça va être sur mon site internet de pouvoir rajouter une couche de relation client.
Vous savez, c'est la petite icône qu'on trouve souvent en bas à droite qui nous permet d'avoir des informations, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un derrière qui est disponible ou en différé, qui nous permet d'avoir une messagerie instantanée avec le service client ou avec un conseiller clientèle qui nous permet de nous donner plus d'informations comme si on était en magasin et comme si on avait justement juste à appeler le vendeur ou la vendeuse à disposition pour avoir plus de renseignements. Donc, c'est des choses qui sont assez facilement transposables sur le web, notamment à travers ce genre de fonctionnalités. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le e-commerce, je vous propose également deux autres solutions, qui une seule, mais sur deux plateformes différentes. Ça va être la création d'une boutique sur Facebook ou sur Instagram. Donc, c'est une fonctionnalité proposée par le réseau social aujourd'hui pour tout ce qui est page publique, pour les pages entreprises, de pouvoir proposer la mise en place d'une partie boutique directement sur le réseau social, sans passer par un site web, sans passer par une plateforme, une marketplace qui nous permet de vendre des produits. Alors là, du coup, on s'adresse uniquement à de la vente de produits, on n'est pas du tout sur du service. Mais du coup, on va voir ensemble quels sont les intérêts, quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique. Donc, comme vous avez vu, je vais remettre la petite slide avant. Donc là, on est sur Facebook, sur notre ordinateur, par exemple sur la page Etam, qui est un magasin de prêt-à-porter pour femmes. On a la case boutique, et donc sur la case boutique, en fait, on va retrouver directement les produits de la marque sans avoir à aller en magasin ou aller sur le site internet. Les avantages et les inconvénients. Le principal avantage de cette boutique, ça va être de pouvoir toucher des clients potentiels. Normalement, la quasi-totalité de vos clients utilisent Facebook. C'est quelque chose qui est très populaire, où il y a beaucoup de monde, et surtout, on va les toucher sur un moment de divertissement. S'ils sont sur Facebook, c'est qu'ils ont du temps à allouer, on va dire, à du loisir. Ils ont la tête qui est plutôt reposée. Donc, c'est le moment en fait de pouvoir leur proposer certains produits. Ça nous permet aussi, comme la marketplace, de pouvoir diversifier aussi les canaux de vente. Ça peut être sur mon site internet, sur le marketplace, sur Facebook, sur Instagram, de pouvoir diversifier un petit peu les portes d'entrée. Autre gros avantage de Facebook, ça va être son accessibilité mobile. Je ne connais pas les chiffres de tête, mais je sais qu'ils sont très importants. Ça va être la navigation sur Facebook, sur Instagram, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est du mobile. Les gens le consultent depuis leur téléphone, que ce soit chez eux ou dans les transports, au travail. On est sur quelque chose de mobile. Si aujourd'hui, j'ai une boutique en ligne, un site internet, mais qu'on ne voit pas très bien sur mobile, Facebook, c'est la solution au final. Il a déjà toute l'interface qui est prévue pour ce mobile, pour pouvoir toucher les gens au moment où ils sont en train de le consulter. Gros avantage par rapport à ce que je vous ai déjà présenté, ça va être sa gratuité. Facebook est gratuit. Créer une page professionnelle sur Facebook, c'est gratuit. Créer une boutique, ça l'est également. Ça va demander du temps, un petit peu de maîtrise, mais par contre, c'est une solution qui est 100% gratuite, qui est plutôt simple d'utilisation également. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où il y a énormément de tutoriels proposés par la plateforme pour pouvoir créer les produits, pouvoir les synchroniser, créer leurs prix, mettre en place des systèmes de réduction. Tout est réalisable comme sur une boutique ou comme en boutique physique également. On est sur les mêmes fonctionnalités. Alors, point un peu plus poussé, vous avez aussi la possibilité, depuis Facebook, de créer vos produits un par un ou alors de les synchroniser avec votre boutique en ligne. C'est-à-dire que je suis un grand magasin, j'ai énormément de références produits. Je vais passer du temps ou alors j'ai quelqu'un qui est dédié à cette activité de e-commerce. Donc, tous mes produits sont rentrés sur mon site internet. Je ne sais pas, j'ai 4000 références sur mon site internet.
Si je crée une nouvelle boutique sur Facebook, je n'ai pas envie de mettre toutes mes références une à la main sur Facebook. Ça va me prendre du temps. Donc, Facebook propose la solution de venir se brancher directement sur le site Internet et de récupérer toutes les références en temps réel, ce qui permet aussi d'avoir les prix en temps réel et les modifications aussi bien au niveau du stock, etc. Donc, en fait, c'est un duplicata de la boutique, mais disponible directement sur un autre moyen de communication, un autre réseau. Alors, attention, jusque-là, je vous présente ça comme la solution miracle, c'est génial, c'est pas cher, et en plus de ça, on peut tout automatiser. Ça demande, par contre, quand même du temps. Comme la partie gestion d'une boutique, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais on est sur quelque chose qui est assez chronophage, même si c'est facile à réaliser, c'est quelque chose qui demande du temps de mise en place, du temps de maintenance et de pouvoir, comme dans de la relation client, au final, prendre soin de chaque échange, chaque relation pour que chaque vente se passe au mieux. Un petit inconvénient également, c'est que les boutiques sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, sont relativement nouvelles. Donc, comme chaque nouvelle fonctionnalité, c'est quelque chose qui est très peu utilisé pour l'instant, en attendant que ça se fasse un petit peu plus connaître. Et gros point négatif, c'est que même si on dit qu'on peut avoir une boutique sur Facebook sans avoir de site Internet, il y a quand même une partie qui est très contraignante. Ça va être le paiement qui doit se faire uniquement sur le site Internet. En Amérique, aux États-Unis, ils ont la possibilité sur Facebook de payer directement sur Facebook. C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore arrivée en Europe. Donc, si je veux acheter typiquement le maillot de bain chez Etam, je dois cliquer sur le maillot de bain qui me renvoie sur le site Etam qui doit être en place pour pouvoir procéder à la partie de paiement. Je vous ai mis les prérequis, donc il n'y a pas grand-chose à avoir pour créer une boutique Facebook, avoir une page Facebook entreprise, c'est logique. Vendre des produits tangibles, comme je vous ai dit, pas de prestation de service, on est uniquement sur du matériel. Et avoir des conditions de commerçant déterminées par Facebook. Donc là, vous avez, c'est vos conditions générales de vente au final qui sont à communiquer au réseau social. Voilà. Je vais conclure avec une partie sur ce qu'il ne faut pas négliger dans le e-commerce. Je vous ai donné 2-3 pistes. On a des activités qui sont annexes, qui sont quand même à prendre en compte. La première, c'est la publicité. Vous pouvez avoir, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir une super boutique très, très facile en expérience client avec de très beaux produits, des clients qui existent tant qu'ils ne vous connaissent pas, tant qu'ils ne connaissent pas le lien de la boutique. C'est comme s'ils ne connaissaient pas le chemin de votre magasin. Il n'y a pas de vente possible. Donc, c'est une partie qui est très, très, très importante sur le e-commerce. Et on a l'impression que, surtout en termes de budget, quand on a déjà payé sa boutique qui est sécurisée, qui est bien mise en forme, etc., le travail est fait, sauf que le travail est à moitié fait vu qu'on a un super support. Mais par contre, il faut se faire connaître. Donc là, on est sur d'autres réflexions pour pouvoir générer du trafic, pour pouvoir booster ses ventes. Comment est-ce que je me fais connaître? Quels sont les moyens que j'utilise? Est-ce que je dois faire de la publicité payante? Est-ce que je dois utiliser des codes promo? Comment est-ce que je veux toucher de nouveaux clients? Donc là, on est se faire connaître à des personnes qui ont un besoin auquel je peux répondre, mais qui ne me connaissent pas encore. Ou alors, comment est-ce que je peux fidéliser mes clients, les gens qui me connaissent déjà, mais qui ne reviennent pas forcément acheter. Donc, on est sur du marketing pur qu'on adapte sur du digital au niveau de ma plateforme. Est-ce que je propose des codes promo? Est-ce que j'envoie des newsletters? Est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Donc là, on est sur une autre réflexion, mais qui est très importante pour pouvoir booster les ventes et qui, sans ça, en fait, les ventes en ligne ne peuvent pas marcher. Donc, ça passe par la publicité. On va être sur accroître la visibilité de votre plateforme. Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un super magasin. S'il n'est pas dans la rue la plus passante de la ville, personne ne viendra dedans. Donc, 2 manières de pouvoir
être plus visible, que votre boutique en ligne soit plus fréquentée, qu'il y ait plus de trafic. Ça va passer au travers de l'achat d'espaces publicitaires. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la publicité en ligne. Donc, ça peut être au travers de Google AdWords, de Facebook Ads, de LinkedIn Ads, de n'importe quelle autre solution qui est payante et qui permet de générer du trafic. Comment ça fonctionne? Rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a un choix de mots-clés pertinents. Aujourd'hui, si je reprends l'exemple de la création de bijoux artisanaux, je vais me placer sur boucle d'oreille, collier, artisanat, fait main, etc. Donc, à partir de ces mots-clés, je vais vouloir que quand quelqu'un recherche des boucles d'oreilles fait main, il tombe sur ma boutique. On a un budget qui est relativement maîtrisé pour cette manière de fonctionner parce qu'en fait, on a une enveloppe qu'on dédie à la publicité et en fait, la publicité vient taper dans cette enveloppe. Quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, la publicité s'arrête. Donc, on n'est pas sur de la dépense infinie jusqu'à ce qu'on ait une tonne de clients. On est sur un budget qui est très maîtrisé. On est sur de la visibilité à court terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je branche ma carte bleue sur le système d'achat publicitaire, je suis visible, on me voit, les gens peuvent cliquer. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être travaillé et c'est quelque chose qui peut être force de proposition. Ces achats publicitaires, vous les retrouvez par exemple sur le site Le Bon Coin. Lorsque vous recherchez une maison, vous avez sur les côtés des publicités en relation. Quand vous cherchez une maison à acheter, vous avez des publicités pour du crédit immobilier, par exemple. C'est des choses qui sont en relation et qui font force de proposition. Aujourd'hui, si je suis une société de services de crédit immobilier ou d'assurance habitation, je vais aller chercher là où les gens ont besoin de moi. Si quelqu'un cherche un appartement, cherche une maison, il aura sûrement besoin d'une assurance. Donc, c'est du client potentiel. Il n'aurait pas forcément pensé à venir me voir. Donc, je viens le démarcher dans sa recherche directement. Les points négatifs, ça va être que le coût est variable en fonction du type de publicité. On a des mots-clés qui sont plus ou moins chers. Exemple, ça va être si on est serrurier sur Paris, les mots-clés pour s'afficher sur serrurier Paris sont très chers. Ils le sont peut-être moins à Belfort et sur d'autres domaines d'activité, ils le sont encore moins. Donc, on est sur quelque chose qui varie, c'est un petit peu le marché qui définit donc le prix des mots-clés. Et on est sur une visibilité qui disparaît dès l'arrêt des paiements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête notre publicité, on retombe à zéro. La notoriété redescend, on n'est plus visible sur ces espaces publicitaires. Contrairement au référencement naturel, qui est la deuxième solution, qui est en fait de la notoriété qui se construit. Elle se construit comment? Elle se construit à travers une optimisation de votre site web. Si vous avez un site web qui vous parle de chaussures, je ne sais pas, vous faites des chaussures en cuir, votre site web parle de chaussures en cuir. Lorsqu'on va taper chaussures en cuir sur Internet, vous allez naturellement remonter dans les résultats de recherche parce que l'algorithme définit que vous êtes en pertinence avec la recherche. Donc, c'est cette fameuse recherche de pertinence qui va vous permettre de remonter naturellement sur certains mots-clés sans avoir besoin d'acheter les espaces publicitaires. Donc, c'est une solution qui est moins onéreuse que la première parce qu'en fait, il y a une grosse partie qui se fait toute seule, qui se fait naturellement. Même si l'optimisation peut être faite par un professionnel du référencement, c'est quelque chose qui coûte quand même moins cher et c'est quelque chose qui se construit naturellement. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où je ne fais plus d'efforts, tout ce qui a déjà été fait en amont reste. Donc, je ne repars pas de zéro dès que je coupe, par exemple, mes actions en référencement. Par contre, gros point négatif, c'est qu'on a une visibilité qui est lente, forcément. C'est quelque chose qui se construit naturellement. Donc, quand je mets, je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, je vais mettre en ligne un site de vente de chaussures en cuir. Demain, je ne serai pas référencée sur chaussures en cuir partout dans le monde. C'est quelque chose qui se fait petit à petit pour que l'algorithme comprenne et sache qu'on est pertinent sur cette requête. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se construit petit à petit.
Autre élément à ne pas négliger, ça va être le travail de mon image. Forcément, pour pouvoir vendre, il faut savoir qui je suis, il faut savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Je vais devoir travailler mon identité graphique, mon discours, qui vont mettre en place en fait toute la partie produit. Comment est-ce que je vais m'adresser à mes clients sur Internet? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir me reconnaître? Est-ce que je suis atypique? Est-ce que je vais être plutôt cordiale, plutôt carrée en fonction de mon positionnement? Est-ce que je suis quelque chose de luxueux? Est-ce que je suis quelque chose de discount? Au contraire, voilà, je vais pouvoir avoir tout ce positionnement qui va me permettre de travailler mon image digitale et donc forcément l'image de ma boutique. Qui suis-je? Quel est le message que j'utilise? Comment est-ce que je le véhicule? Je vais devoir travailler mon image, mais je vais devoir également travailler ma notoriété. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser les avis et les témoignages sur Internet. Donc, ce qu'on connaît très bien, ça va être les avis Google. Aujourd'hui, quand on va manger dans un restaurant, on aime quand même bien savoir sur Google ou sur TripAdvisor quelle est la note des autres utilisateurs et ça va influer les potentiels clients, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, le mieux, ça va être de pouvoir travailler justement sur ces avis pour qu'on puisse donner la meilleure satisfaction client qui va pouvoir nous aider justement à vendre en ligne. Donc, ça va être les avis Google. Vous avez également des sociétés d'avis en ligne qui vous permettent d'avoir des avis vérifiés sur vos produits. Savoir que forcément, les personnes qui vous laissent un commentaire ont bien acheté le produit, par exemple. Donc, société d'avis en ligne. Vous avez également les réseaux sociaux qui vont venir pouvoir vous aider à travailler votre notoriété. Vous pouvez laisser des témoignages sur Facebook. Vous pouvez noter également les produits. Vous pouvez mettre en place des sondages auprès de vos clients qui ont acheté vos produits, pouvoir rediffuser leurs témoignages sur votre site web. Ça permet de garantir un petit peu votre image aussi, de dire voilà, lui, il est professionnel, il a travaillé sa notoriété, ses produits sont de bonne qualité. Du coup, j'achète chez lui et pas chez le concurrent. Quelques tips au niveau des avis Google. C'est quelque chose qui est très important à mettre en place et on ne sait pas toujours comment gérer ça. Est-ce qu'on gère est-ce qu'on répond quand quelqu'un est mécontent? Qu'est-ce qu'on lui répond? Comment on s'adresse à lui? 4 petits points pour vous aider à vous aiguiller de ce côté-là. Ignorez les réclamations mineures et résolvez les problèmes en privé lorsque c'est possible. Ça vous permet de ne pas déballer tout votre linge sale en public et de pouvoir gérer toute la relation cliente annexe sans avoir à faire en pâtir votre image sur Internet. Réglez au mieux. Après, pour tout ce qui est réclamation mineure, vous pouvez laisser couler. Par contre, quand on a quelqu'un qui a eu un produit qui était cassé ou etc., c'est important de pouvoir lui répondre, de pouvoir lui dire bon, c'était une erreur, on va réparer et vous laisser une image positive, pouvoir rebondir sur cette réflexion. Deuxième point, on est là-dessus, aborder les problèmes de manière constructive. Toute critique n'est pas mauvaise à prendre. Vous avez des choses où vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez justement répondre à ces choses ou faire améliorer votre service. Par contre, ne pas utiliser les réponses à des fins de promotion. Là, on va donner une image d'acheter un petit peu les gens. Donc, n'utilisez pas les promotions dans les avis Google. Ne rien demander aux utilisateurs et ne rien leur proposer. Vous allez rentrer dans un jeu qui va peut-être dériver ou laisser une mauvaise impression. Dans ce cas-là, on reste très cordial, on reste professionnel, sachant que une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le monde entier peut lire votre réponse. Donc, très important de choisir les mots avec lesquels vous allez répondre et pouvoir faire au mieux pour que la relation client n'empathise pas sur tout votre travail de notoriété. Les erreurs à éviter, je vous ai parlé de beaucoup de choses un petit peu en vrac, mais c'est ce qui me paraissait important.
lorsqu'on se lance dans une expérience e-commerce, il faut prévoir du temps à y allouer. C'est quelque chose qui demande une partie de compétences et surtout une grande partie de votre temps, parce que si vous avez votre boutique et que vous devez gérer votre boutique en ligne, vous devez lui consacrer du temps, pouvoir gérer toute votre relation client sur un autre moyen. Et si vous n'avez pas ce temps ou si vous le choisissez mal, vous pouvez justement, enfin, vos efforts vont être vains et ce serait dommage. Autre chose aussi qui est à prendre en compte, c'est de ne pas suivre la mode. J'ai mis entre parenthèses dropshipping, tout simplement parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Donc, le dropshipping, c'est le fait de commander chez le fournisseur et faire livrer directement chez le client. Prendre sa marge au passage, mais en gros, tout est fait naturel, tout est fait de manière automatique et on n'a pas de gestion de stock. C'est quelque chose qui est très à la mode. Il y a énormément de vidéos là-dessus, comment devenir millionnaire avec le dropshipping. Si c'était vraiment si magique, on le serait tous. Voilà, donc c'est des choses qui sont à prendre en compte lorsque vous avez une nouvelle fonctionnalité. Regardez, testez, sans y aller forcément tête baissée, mais s'ouvrir à toutes les manières de fonctionner sur le digital et attendre un petit peu de voir comment ça fonctionne. Est-ce que du coup, ça peut être intéressant pour votre société de se placer là-dessus? Les points positifs et les points négatifs. Attention aussi à ne pas trop se diversifier. On a des fois des envies qui divergent et on veut toucher tout le potentiel client que l'on souhaite. Ça va être aussi de ne pas trop en faire, déjà parce que si vous n'avez pas suffisamment de temps, vous allez aller à droite, à gauche, mais aussi pour ne pas donner l'impression de vendre des casseroles et des sacs à main. Plus vous vous diversifiez, plus vous avez de chances de toucher de nouveaux clients, d'accord. Mais par contre, il faut le faire intelligemment et ne pas vouloir trop en faire et aller là où le succès est présent. Si votre voisin, il vend des sacs à main, vous vendez des casseroles, n'essayez pas de vendre la même chose que lui parce que lui réussit et vous pensez pouvoir réussir aussi. Les deux derniers points sont assez importants pour moi. Ça va être la grosse erreur de ne pas anticiper les coûts. On part du principe que même quand je vous dis qu'une solution est gratuite, ça va vous coûter 0. Tout coûte, que ce soit en argent ou en temps. Le but, ça va être de faire les choses intelligemment et des fois de se poser aussi la question, si vous faites appel à un prestataire du web, anticiper ce coût-là comme vous ne négligeriez pas le coût d'un maçon pour la construction de votre maison. Pour les fondations, il va falloir quelque chose de solide qui tienne dans le temps. Pour le web, c'est un petit peu pareil. Posez-vous la question, si vous faites 4 devis, vous en avez 3 à 3 000 €, 1 à 500 €. Pourquoi celui-ci est à 500 €? Est-ce qu'on a les mêmes prestations de service? Est-ce que la personne est diplômée? Est-ce que du coup, vous savez aussi, est-ce que vous pouvez faire les choses vous-même? Ou est-ce que quelqu'un peut vous les enseigner pour que vous puissiez être autonome? Ou alors, est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un dont c'est le métier? Là-dessus, on est sur de l'expertise et du bon sens aussi. Aujourd'hui, vous n'achèteriez pas un steak à 50 centimes dans un restaurant. Donc, il y a des choses qui coûtent cher, mais qui sont importantes, notamment, par exemple, toute la partie sécurité d'un site Internet. Ça coûte cher, mais le jour où vous faites pirater, vous êtes quand même content d'avoir une sauvegarde de votre site ou alors que votre prestataire informatique vous appelle en vous disant, bon ben voilà, l'attaque a été contrée, il n'y a pas eu de problème, vous n'avez pas perdu de transactions, vos mots de passe n'ont pas été non plus piratés. Ça peut être des choses qui, même si elles n'ont pas de conséquences financières, ont des conséquences sur la notoriété. Quand vous devez envoyer un mail à tous vos clients en leur disant vos comptes ont été corrompus, changez votre mot de passe, mais il est possible que votre numéro de carte bleue ait été récupéré. Ça ne donne pas forcément la meilleure image. Donc, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et à anticiper, que ce soit en termes de communication ou de mise en place d'outils digitaux.